Après avoir connu la guerre de 1870 à 1871 et la bataille du Champ des Fourches le 2 novembre 1870, le village de Rougemont reste français malgré l'annexion de l'Alsace par les vainqueurs allemands. La frontière se situe à peine à 2 km du village et la tension avec l'occupant allemand est palpable. Un observatoire allemand est établi au-dessus de la montagne du Sudel afin de mieux espionner la trouée de Belfort. Alors que la population rougemontoise dépasse les 2000 habitants, l'électricité fait son apparition dès 1912 et précède le tramway qui sera installé en 1913 afin de relier le village à Belfort. Les hôtels, les cafés, les magasins sont de plus en plus nombreux et les associations de préparation militaire entretiennent l'esprit patriote des jeunes hommes. Malgré l'ombre de la guerre, le village vit dans la sérénité. La mobilisation générale ébranle la France entière et Rougemont, si proche de la frontière, tremble. Le 4 août 1914, 6 cavaliers prussiens font irruption au village par le chemin du Vieux-Château et se dirigent vers Saint-Nicolas. L'un d'eux est abattu, les autres prennent la fuite. Hormis quelques avions qui survoleront bien plus tard le village, cette incursion ennemie sur le territoire rougemontois sera la seule de toute la guerre. À partir du 9 août 1914, pendant que se déroulent les sanglantes attaques de Mulhouse, un nombre impressionnant de soldats français transiteront et stationneront à Rougemont. Le 11 août, ce sont près de 3400 hommes qui seront cantonnés au village. La vie se concentre désormais autour de la présence de la troupe. Le 11 décembre, Rougemont sera littéralement envahi par la 10e division de cavalerie qui vient de s'illustrer dans la Marne. Pour les Rougemontois, ces hommes sont sûrement des paresseux puisqu'ils sont du sud. Néanmoins, ils sont plus de 5000 hommes, amenant avec eux une multitude de chevaux. À cet instant, le village est isolé par des réseaux de barbelés et il faut un laissez-passer pour se rendre à Felon ou à Étueffont. La cohabitation est très compliquée, mais il lui arrive d'être festive du fait des militaires qui défilent, offrent des concerts ou donnent des spectacles. Entre 1915 et 1916, en plus des troupes françaises, Rougemont accueille une compagnie d'ambulanciers anglais composée d'hommes plutôt fortunés, parmi lesquels M. Dunlop, le fils du grand manufacturier de pneumatiques. A noter également que le président de la République française, Raymond Poincaré, viendra 4 fois au village pendant le conflit. À partir de février 1915, plusieurs escadrilles d'aviation viendront s'établir à Romagny. Elles créent l'attraction, mais apportent hélas souvent le deuil, car nombreuses sont les pertes au combat ou les crashs avec des avions encore bien fragiles. La 10e division de cavalerie est partie. Elle est remplacée par les cavaliers de la 2e division, accompagnés de leurs 2100 chevaux qu'il faut nourrir également. Fin mai 1916, les fantassins de la 157e division succèdent aux cavaliers. Les automitrailleuses remplacent les chevaux et les hommes sont pour la plupart des territoriaux, des soldats ayant plus de 40 ans. Le 8 mai 1917 arrive la 2e division d'infanterie coloniale constituée de tirailleurs sénégalais. Leur couleur de peau et leur uniforme kaki engendrent une curiosité malsaine. On a très peur de ces personnes de couleur qui, le soir, se trémoussent autour d'un feu au son des percussions. Ces Sénégalais participeront avec des unités malgaches à la construction de la route qui va de Cévennes au Ballon d'Alsace. Plus tard, en août 1918, les hommes du 37e régiment de tirailleurs algériens s'établiront à Rougemont. Ils seront accusés d'avoir amené avec eux la maladie du sommeil au village, car 3 cas seront recensés dans la rue d'Étueffont où ils sont cantonnés. Les Américains arriveront à Rougemont le 15 mai 1918. Ils n'ont pas de chevaux, mais des dizaines de camions, de fourgons, de motos et de sidecars qui envahissent les rues. Ils sont chaussés de bottes et non pas de brodequins, ils ne portent pas de képi ou de béret mais un large chapeau qui se termine en pain de sucre. Leur casque est plat comme celui des Anglais. Ils sont 338 et appartiennent au 119e bataillon de mitrailleuses qui lui-même fait partie de la 32e division US. Avec leurs véhicules, ils sèment la panique dans les rues, écrasent nombre de chats, de chiens, de poules, peu habitués à une telle circulation. Ils fascinent les enfants à qui ils distribuent des chewing-gums, des dattes, des oranges, de la confiture et qu'ils emmènent faire des tours de sidecars. À l'hôtel Bardin, le plus grand hôtel du village, des officiers américains font sensation,
tant ils sont capables d'ingurgiter des quantités astronomiques de bière en y ajoutant parfois de la moutarde pour qu'elle ait plus de goût. Les Américains ne restent qu'un peu plus de 3 semaines au village, mais leur présence marquera les esprits. En octobre 1918, la grippe espagnole gagne la région. Héricourt est la première ville touchée, et le 20 octobre, on compte plus de 300 cas à Rougemont. Les seuls remèdes sont l'huile goménolée et le rhum que les pharmaciens ne délivrent que sur ordonnance. Les journaux tentent de donner des conseils pour éradiquer la maladie. Eau de javel, essence de térébenthine, teinture d'iode et la bonne vieille gnôle. Néanmoins, beaucoup de décès seront à déplorer au village, dont le curé. Parmi tous les Rougemontois combattants, 2 d'entre eux ont eu l'insigne privilège, chacun à leur tour, d'être acteurs et témoins du premier et du dernier événement majeur de cette grande guerre. Le 2 août 1914, Marcel Clerc, agent du renseignement à la première armée, donne l'alerte de la pénétration d'un groupe de Uhlans dans le secteur de Joncheray. Un caporal français s'interpose devant l'ennemi et meurt sous les balles de celui-ci. Le caporal Peugeot devient ce jour-là la première victime officielle de la guerre. Le 7 novembre 1918, Pierre Chrétien se trouve avec sa compagnie du 171e régiment d'infanterie de Belfort sur la route de la Capelle, dans l'Aisne, et il assiste à l'arrivée des parlementaires allemands avec leur drapeau blanc et à la sonnerie du premier cessez-le-feu joué par le caporal clairon Pierre Sellier. Rougemont n'a pas eu à subir le feu de l'ennemi. Les quelques obus ou bombes qui sont tombés sur le village n'ont pratiquement pas causé de dégâts. En revanche, la présence permanente d'une troupe nombreuse et souvent éprouvée a engendré de très nombreuses dégradations. Dû à la maladresse d'un soldat anglais, une maison fut détruite par le feu. Ailleurs, tous les piquets de pâture ont été brûlés au cours des mois de janvier et février 1917, où la température a oscillé entre -15 et -22 degrés, et où les soldats feront au mieux pour se chauffer. Tellement froid que la rumeur courait que dans certaines caves, on coupait le vin à la hache. La forêt subira des coupes sauvages pour établir les réseaux de barbelés, et nombreux sont les locaux granges et remises qui ont servi de dortoir aux hommes au repos. Rougemont n'a pas connu l'enfer des bombes, des obus, des tranchées, des combats. Mais de par sa proximité avec le front, a malgré tout beaucoup subi. Le deuil d'abord, avec près de 128 Rougemontois tués au combat, et puis les privations de matières premières, la faiblesse extrême des récoltes, l'absence des hommes jeunes et valides, la grippe espagnole, l'écrasante présence des troupes au repos, et toutes les nuisances et dégâts qu'elle engendrait. Rougemont fut l'image même de ce que l'on appelle un village de l'arrière.